Un mardi matin, Gary Thompson, notre jardinier, tondait la pelouse. Mon téléphone sonna. Gary me demanda, la voix hésitante, Monsieur, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? J'entends des pleurs venant de votre sous-sol, et ce n'est pas la télé. La peur me glaça le sang. Après 32 ans à piloter des avions de ligne, j'appréciais la quiétude de ma grande maison sur Ashford Lane, achetée 23 ans plus tôt avec Marguerite. Mais cette vie était révolue. Marguerite était partie il y a 10 ans, et Félicia avait disparu il y a 8 ans, à 19 ans, laissant un vide et des questions sans réponse. Ne restait que Cassandra, ma fille aînée de 32 ans, qui avait transformé le sous-sol en atelier de joaillerie. Cassandra était partie pour sa galerie à 7 heures du matin. Mon vol pour Seattle n'étant qu'en milieu d'après-midi, je savourais mon café. À la fenêtre, je vis Gary fixer les fenêtres du sous-sol. Cassandra était partie depuis 45 minutes. La maison était vide, hormis moi. Je vais vérifier. Les marches du sous-sol grincèrent sous mes pieds. En bas, je n'entendis rien, que le bourdonnement de la chaudière. L'atelier de Cassandra occupait le fond, rénové 5 ans auparavant. J'ouvris la porte. L'atelier semblait normal, l'établi au centre, les outils rangés, les vitrines exposant ses créations. Pourtant, quelque chose clochait. Sur l'établi, un verre encore froid et humide indiquait une présence récente. L'horloge affichait 7h43, alors que Cassandra était partie à 7h. L'évier était humide, et une odeur de lavande imprégnait l'air. Mes yeux se posèrent sur le mur du fond. Le mur du fond, d'un gris identique au reste de l'atelier, présentait une texture plus lisse, plus neuve. J'y frappais. Le son était creux. Gary était en bas. « Monsieur Dubois, vous avez trouvé quelque chose ?»« Juste un atelier silencieux, » répondis-je, mes mots sonnant faux. « Je l'ai clairement entendu, » insista-t-il, fixant le mur du fond. Une femme qui pleurait doucement. Je suggérai un voisin, mais aucun de nous n'y croyait. Une portière claqua, puis Cassandra apparut, surprise. « Papa? Gary ?» J'expliquai la situation. Cassandra rit. Oh, c'était mon podcast. J'écoutais une émission de True Crime hier soir et j'ai dû oublier de l'éteindre. Gary fut soulagé. Cassandra s'excusa de nous avoir inquiétés. « Qu'est-ce qui te ramène ?»« J'ai un rendez-vous, » répondit-elle. « J'ai oublié mon portfolio. » Je le lui cherchais. « Cuir rouge près de la fenêtre, » précisa-t-elle. Je le lui tendis. Elle repartit, s'excusant encore auprès de Gary. De la cuisine, je la regardais s'éloigner sur Ashford Lane. Gary reprit la tonte. Au lieu de faire mes valises, je redescendis à l'atelier. L'odeur de savon, le verre d'eau encore froid, le mur du fond creux. Tout me parut étrange. Cassandra n'avait pas travaillé tard. Son message « Merci d'avoir couvert, papa. Je t'aime » me laissa perplexe. Le mot « couvert » et ce verre froid ravivèrent les paroles de Gary. Une femme qui pleurait. Je voulais croire ma fille, mais les faits contredisaient son sourire. Le sommeil me fuyait. À 2h15, un léger grincement monta du sous-sol, comme un déplacement prudent. J'hésitais à allumer, ne voulant pas alerter Cassandra. J'aurais dû descendre, mais je restais dans le noir, mon cœur battant, incapable d'affronter ma propre fille. Marguerite aurait su quoi faire. 10 ans après, sa présence me manquait. Elle lisait les gens avec une intuition que je n'avais pas, démasquant les mensonges de Cassandra ou attendant Félicia. « Prends soin de nos filles », m'avait-elle dit, sa main tremblante. J'avais promis, mais avais-je tenu ma parole? Trop absorbé, avais-je vu ce qui se passait? Elle aurait percé la vérité. Je n'avais jamais eu ce don. Mon instinct me criait une vérité insupportable. 8 ans plus tôt, Félicia, 19 ans, disparut. Elle m'avait dit sortir prendre un café avec Sophie. « Je t'aime » furent mes derniers mots. Le lendemain, sa voiture et elle disparurent. Sophie n'avait aucun plan. La police borna son téléphone sur Oakwood Avenue, sans succès. Cassandra, d'abord dévastée, suggéra 1 mois plus tard que Félicia était partie pour son nouveau travail. J'avais voulu la croire. Mais à présent, les détails ignorés refaisaient en surface. Bruit du sous-sol à 2h du matin il y a 3 ans.
Son nouveau matériel, disait Cassandra. Facture d'épicerie doublée il y a 2 ans. Pour les clients? L'an dernier, je l'avais surprise portant sandwich et eau vers le sous-sol. J'avais senti une angoisse, mais n'avais rien dit. Ces moments s'empilaient, formant une preuve accablante. Pleurs de Gary, peinture fraîche, verre d'eau, lavande. La question que j'avais refusé de poser me hantait. Et si Félicia n'était jamais partie? Si elle était là, 20 pieds sous ma chambre, depuis 8 ans, à cause de mon propre aveuglement. Secoué par une certitude terrible, je me redressai. Je récapitulai les signes. Pleurs du sous-sol, verre d'eau, mur frais, lavande, bruit nocturne, 3 ans, facture doublée, 2 ans, nourriture portée en bas, 1 an. Comment avais-je pu ignorer chaque signe, échouer si complètement? J'ai pensé appeler Stéphane, mon vieil ami avocat. À presque 3 heures du matin, j'étais terrifié d'avoir raison, de ce que cela signifierait pour ma fille et moi-même. Je posai le téléphone. Demain, je trouverais une explication rationnelle. L'alternative, ma fille emprisonnée dans mon sous-sol depuis 8 ans, était trop horrible. J'ai attendu l'aube. 2 jours plus tard, pendant que Cassandra était à son vernissage, j'ai fouillé ses papiers. Dans son bureau, l'armoire à classeurs ouverte. Un dossier épicerie contenait des centaines de reçus sur 2 ans. Un de Target, 2 mars 2024, 187,43 $, listé soupe, pâtes, riz en vrac. Ces reçus détaillaient eau, barres granola, produits d'hygiène et surtout des serviettes hygiéniques. Cassandra, avec un stérilet depuis 5 ans, n'avait aucune raison d'en acheter. Ce schéma récurrent me fit trembler. Je photographiais tout. Le schéma était évident. Chaque semaine, sur 2 ans, Cassandra dépensait 170 à 230 $ en non périssables et produits d'hygiène, malgré ses rares dîners à la maison. Total, 20 800 $ sur 2 ans. Des commandes Amazon, vêtements taille S, Cassandra portait du M, yoga, elle n'en faisait pas. Romans policiers, elle lisait du design. Carnet de croquis, elle était joaillière. Chaque achat, insignifiant seul, désignait Félicia. Ses besoins, sa taille S. J'ai reposé les reçus et préparé le dîner. Cassandra est rentrée, rayonnante de ses ventes. Je lui ai tendu un verre de vin, observant son air innocent. Pendant le dîner, j'ai questionné les dépenses d'épicerie, évoquant des clients. Elle a souri, parlant de clients VIP. Sa voix était assurée, mais ses jointures blanches la trahissaient. J'ai insisté sur les produits féminins. Plus économique, papa? Après mon rappel de son stérilet et un silence, elle a justifié. Pour les clientes, en cas d'urgence. Ses réponses semblaient être plausibles, mais ses mains et sa tempe pulsaient. J'ai fait semblant d'être convaincu. À 21 heures, elle est montée se coucher. 30 minutes plus tard, je suis descendu au sous-sol. L'atelier était déverrouillé. Dans l'obscurité, je me dirigeais vers le mur du fond. Le mur fraîchement peint semblait creux. Je frappais doucement. Le son était étouffé. Collant mon oreille, je retins mon souffle. Rien, puis un souffle rapide et superficiel. « Félicia », ai-je murmuré. Le souffle cessa, un silence suffocant. « Félicia, si tu m'entends » Des pas à l'étage, la porte de Cassandra s'ouvrant. Mon cœur battit la chamade et je reculai. Derrière moi, le souffle reprit, plus rapide, presque des sanglots. Je aime l'ascenseur pour le cabinet de Stéphane à l'IDS Tower de Minneapolis me parut interminable. Stéphane m'attendait à l'accueil, ce qui me tendit. Il paraissait vieilli, le visage marqué, sa poignée de main moite. Dans son bureau, il ferma la porte et tira les stores. « Ce que je vais te montrer doit rester entre nous, » dit-il. « Assieds-toi. » Stéphane ouvrit un dossier. Le fonds fiduciaire de Marguerite pour Félicia, 500 000 $, devait lui être accessible à 21 ans. Après sa disparition, j'ai nommé Cassandra administratrice. Ma voix trembla. Je pensais que c'était sûr. Légalement, tout est en ordre, dit Stéphane. Mais Cassandra a retiré beaucoup d'argent. Il me tendit une feuille de calcul. 2 semaines après la disparition de Félicia en mars 2016, elle a retiré 50 000 $ par mois pendant 3 mois, soit 150 000.
pour une dette à Derek Hamilton, son petit ami. Ce n'est que le début. D'autres documents révélaient des retraits incessants, totalisant 350 000 dollars sur 8 ans. Pourquoi faire demandai-je, mes mains agrippant la chaise. Il sortit des reçus. 100 000 dollars à J. Morrison Construction, en Iowa, pour des rénovations. Mon souffle se coupa. Rénovation? Nous n'avons rien rénové. Stéphane confirma. Aucun permis ou inspection à ton adresse depuis 10 ans. La pièce vacilla. Il ajouta 80 000 dollars pour dépenses opérationnelles, 70 000 pour sa galerie, vérifié, et 100 000 répartis sur des comptes d'épargne. Elle m'a dit que la galerie était financée par des prêts. Elle a menti. Le mot flotta lourdement. Mes yeux s'attardèrent sur J. Morrison Construction, Iowa, 100 000 dollars. Qui est J. Morrison demandai-je. Stéphane? Je ne sais pas encore, mais 100 000 dollars pour une rénovation fictive? Jean, Cassandra sait ce qui est arrivé à Félicia. L'amertume me tordit. Elle me ment depuis 8 ans. Je lui racontai tout. Les pleurs de Gary, le verre d'eau, les tickets de caisse suspects, la peinture fraîche du sous-sol. Il écouta, l'expression s'assombrissant. « Penses-tu que Cassandra aurait pu faire du mal à Félicia » demanda-t-il. « Non, dis-je, puis plus faiblement. Je ne sais pas. Si elle avait accès à cet argent, engagé un entrepreneur d'un autre État, acheté des années de fournitures, ma gorge me brûlait. Stéphane, stratégique, j'engage un expert comptable pour tracer chaque transaction. Nous trouvons Derek Hamilton et J. Morrison. Combien de temps? 1 semaine, peut-être moins. 1 semaine, dis-je en me levant. Félicia pourrait être... Stéphane me saisit l'épaule. Ne confronte pas Cassandra. Pas encore. Si Félicia est vivante et que tu l'alertes, je comprends. Rentre chez toi, dit-il. Agis normalement. J'imaginais Cassandra souriante. Oui. Il me tendit les copies des relevés à cacher. Assis dans ma voiture, moteur coupé, je fixais les documents. 500 000 dollars. L'héritage de Marguerite pour Félicia. Envolé. 100 000 à J. Morrison Construction, Iowa. Qu'avait construit Cassandra? Où était Félicia? Je démarrais. Je trouverais J. Morrison et ce qu'il avait bâti. Le vendredi matin, Dorothy Green frappa à ma porte à 8h15. À peine rentrée, épuisée, Dorothy Green, ma voisine de 72 ans et amie de Marguerite, frappa à ma porte. Son visage était pâle et effrayé. « Monsieur Dubois ?» Sa voix tremblait. « Je dois vous montrer quelque chose. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'avais peur. » Je la fis entrer. Elle s'assit, serrant un sac en toile. Dorothy commença. Depuis 8 ans, après la disparition de Félicia, elle voyait Cassandra descendre au sous-sol la nuit avec des objets. Elle avait tout noté dans des cahiers depuis 2017, ces visites nocturnes se produisant quand je dormais. « Vous avez entendu des pleurs ?» dit-elle. En 2019, elle avait appelé la police, mais Cassandra avait convaincu les agents que c'était pour une entreprise. Le lendemain, Cassandra l'avait menacée. La curiosité peut être dangereuse. Effrayée, Dorothy cessa d'appeler. « Cela demande du courage ?» dis-je. Dorothy sortit une clé USB, des vidéos de sécurité. Elle montrait Cassandra sortant du sous-sol avec des sacs poubelles et une berline sombre livrant des boîtes. Derek Hamilton, j'en étais sûr. 8 ans de preuves de visite nocturne. Elle avait parlé car Gary, le jardinier, avait aussi entendu des pleurs. Je la remerciai, promettant de découvrir et d'empêcher Cassandra de nuire. Dorothy partit. Je revis les preuves. Un message de Cassandra. « Je t'aime. » Pure tromperie. Un cahier contenait sa note pour la police en cas de malheur. J'ajoutais tout à mon dossier. Face aux preuves, je savais. Félicia était là, sous ma chambre, cachée derrière 8 ans de mensonges. Demain, je la ferai sortir, quoi qu'il en coûte, même si cela signifiait affronter Cassandra. Mon téléphone vibra. Un message LinkedIn de Riley Summers, meilleure amie de Félicia, m'ayant contacté après 7 ans. Elle enquêtait sur la disparition de Félicia, avait trouvé quelque chose et devait me parler d'urgence à Minneapolis. Je l'appelai aussitôt.
Elle refusa d'en parler au téléphone, me demandant de la rejoindre à 16 heures au Riverside Brew sur Hennepin Avenue. J'y arrivai en avance. Riley entra à l'heure. Je la reconnus, plus âgée, un iPad à la main. Elle s'assit. « Vous avez dit avoir trouvé quelque chose ?» dis-je. Riley posa l'iPad. Felicia était ma meilleure amie. Après sa disparition, mon détective a découvert ceci. Elle afficha le site Cassandra Dubois Designs. Je connaissais la ligne de bijoux de Cassandra. « Je connais son travail ?» dis-je. La mâchoire de Riley se serra. « Ce ne sont pas les créations de Cassandra, monsieur Dubois, ce sont celles de Felicia. » Elle fit défiler l'écran, montrant un pendentif de Cassandra et un croquis de Felicia de 2015. Le motif de vigne était identique, la correspondance indéniable. Une seule création. Une coïncidence ? Mon cœur s'accélérait. Riley fit défiler 15 autres comparaisons. 15 créations de Cassandra, 15 croquis du portfolio de Felicia. Chaque fois, une correspondance parfaite. Mes mains devinrent glacées. « Il y a plus », murmura Riley, zoomant sur le pendentif. Elle traça un petit F presque invisible dans une feuille. Felicia signait toujours son travail ainsi. 15 créations des 3 dernières années, toutes avec le F caché. Elle est vivante, monsieur Dubois. Elle essaie de nous le dire. Je fixai la signature de ma fille. « Où est-elle » demandai-je. « Je ne sais pas », dit Riley, les yeux brillants. « Mais je crois que Cassandra le sait. » Je lui racontai tout. Gary, entendant des pleurs dans le sous-sol. Je détaillai à Riley les 20 000 $ de reçus d'épicerie, les 500 000 $ du fonds fiduciaire de Felicia, vidé en 8 ans, les cahiers et les images de surveillance montrant Cassandra portant des sacs au sous-sol à minuit. Riley écouta. En larmes, elle demanda « Elle est dans le sous-sol, n'est-ce pas ?» Je crois que oui. « Depuis combien de temps ?» 8 ans. Après un silence, elle me regarda. « Qu'allez-vous faire ?» Je pensais aux 15 tentatives de Felicia. « Je vais la ramener à la maison, » dis-je. Riley me serra la main. « Laissez-moi vous aider. » Cette nuit-là, après le coucher de Cassandra, j'attendis 23h30 pour descendre au sous-sol, cherchant ma fille. J'avais tout préparé. Mettre ruban, lampe de poche, mon téléphone. J'avais appelé Stéphane à 21h. Il avait voulu m'accompagner, mais j'avais refusé, ne voulant pas l'entraîner dans ma paranoïa. Je savais pourtant que je ne me trompais pas. Je descendis les escaliers du sous-sol. La maison était silencieuse, Cassandra dormait. J'ouvris la porte de l'atelier, les néons inondèrent la pièce. L'atelier semblait identique. Établi de Cassandra, croquis épinglés, le pendentif de Riley. Je fermai la porte et sortis le mètre ruban. Le mur extérieur du sous-sol mesurait 12 mètres. L'atelier seulement 7,5 mètres. 15 pieds y manquaient. En largeur, 9 mètres pour le sous-sol, 4,5 mètres pour l'atelier. À droite, un mur de fondation. À gauche, une cloison sèche, fraîchement peinte. Je la touchais. Froide. Je frappais. Creux. Vide. Derrière, une pièce de 16,7 mètres carrés, assez grande pour y vivre. J'éclairai la cloison, cherchant joint ou charnière. Puis ma lumière accrocha une haute étagère de 1,8 mètres, pressée contre le mur, remplie de livres. Elle semblait lourde. Je tentai de la pousser, en vain. Je m'accroupis et vis sous l'étagère 4 roulettes, bloquées par des goupilles. À côté de la roue avant gauche, à moitié cachée, un petit clavier électronique à 4 chiffres avec une LED rouge allumée. Mon cœur battait la chamade. Cassandra avait installé un code. Les 100 000 $ versés pour une rénovation du sous-sol, jamais autorisée ni inspectée, avaient servi à ça, une prison. Les mains moites, je composais 1992, l'année de naissance de Cassandra. Rouge. J'essayais 1997, Felicia, puis 2006, Marguerite. Tous faux. Je composais 2016, l'année de la disparition de Felicia. La LED passa au vert. Un clic doux libéra les goupilles. L'étagère glissa, s'écarta, révélant une étroite ouverture. Derrière, encastrée, une porte en acier gris, son verrou de sûreté ouvert. La main hésitant au-dessus de la poignée, j'entendis un souffle léger de l'autre côté. Je collai mon oreille au métal froid. La respiration était faible. « Felicia,
murmurai-je. Le souffle s'arrêta. Après 5 secondes, un sanglot étouffé, puis une voix tremblante. « Papa !» Mes genoux fléchirent. « Félicia !» Ma voix se brisa. « Mon bébé, c'est toi ?» Un sanglot traversa la porte. « Papa, tu es venu. Je savais que tu viendrais. » J'allais ouvrir le verrou quand des pas lents se firent entendre à l'étage. Cassandra était réveillée. Si elle me trouvait, elle mentirait, appellerait la police, me dirait dangereux. Je ne pouvais prendre ce risque. Je pressai mon front contre la porte. « Félicia !» murmurai-je avec urgence. « Je vais chercher de l'aide. J'appelle la police. Je te sors d'ici. Je te le promets. » Sa voix fut à peine audible. « S'il te plaît, ne me laisse plus seul. »« Je ne te laisserai pas, » dis-je. « Je monte juste pour appeler. Tu m'entends ? Je te sors de là ce soir. » Elle ne répondit pas, pleura seulement. D'une main tremblante, je composai le 911. L'opérateur répondit. « Monsieur Dubois, 2847 Ashford Lane, Minneapolis. Ma fille est séquestrée dans mon sous-sol. Elle est vivante. Agent immédiatement. » L'opérateur me fit confirmer l'adresse. « Elle est enfermée. Je l'entends. Elle est vivante. Des agents sont en route. Restez en ligne. » Ma main pressée contre la porte, je hochai la tête. Félicia était silencieuse. « Félicia, » murmurai-je. « Je suis là, » dit-elle doucement. « L'aide arrive ? » « D'accord. » Je fermai les yeux, mon poids contre la porte. « Papa ?» dit-elle après un instant. « Oui, mon bébé, tu m'as trouvé. » Je ne pouvais plus parler, juste hocher la tête, les larmes coulant, ma main pressée contre la porte. Au sous-sol, la main contre la porte d'acier, la sonnette retentit. Ce n'étaient pas les policiers. Je montai en courant et regardai par le judas. Derek Hamilton se tenait sur le porche, le visage pâle et hanté. J'ouvris la porte. « Derek, que fais-tu ici ?» Il regarda derrière moi. Plus maigre, il tremblait, un sac usé à la main. « J'ai appris que vous aviez vu un avocat et que vous posiez des questions, monsieur. Dubois, » dit-il d'une voix basse et urgente. « Je dois tout vous dire avant la police. » Les sirènes hurlèrent au loin, de plus en plus proches. Derek l'entendit. « J'ai peut-être 10 minutes, » dit-il. « Moins ? S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Je le tirai à l'intérieur et refermai la porte. Derek s'effondra dans le fauteuil du salon, tremblant. Je me tenais au-dessus de lui, les poings serrés. Mon instinct me disait de le jeter dehors, mais je devais l'écouter. Derek, la voix tremblante, commença. « Il y a 8 ans, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Cassandra m'a demandé de l'aider pour une prétendue blague, une leçon d'humilité à Félicia. J'ai été stupide de la croire. »« Qu'as-tu fait ?» demandai-je froidement. Cassandra, consciente de mes 45 000 $ de dettes de jeu, m'a promis de tout régler si je l'aidais. Le plan, poursuivit Derek, était de simuler un accident de voiture pour faire croire à Félicia qu'elle avait renversé quelqu'un. Cassandra avait promis une seule nuit avant de lui dire la vérité. Mais cela n'est jamais arrivé. Il sortit une clé USB. « Tout est là, » dit-il en la posant sur la table basse. Enregistrement, message, transfert bancaire, l'aveu de Cassandra, ma confession. Mes mains tremblaient. « Raconte-moi cette nuit-là, dis-je. » Derek prit une inspiration tremblante. Il avait loué une vieille Honda Civic, acheté un mannequin et du faux sang. Cassandra avait tout orchestré, attirant Félicia par SMS sur Oakwood Avenue, une route isolée. Je me sentais mal. « Félicia est arrivée vers minuit, » dit Derek. Il plaça le mannequin. Elle paniqua. Cassandra arriva, lui affirmant avoir tué Thomas Whitmore. Derek apparut ensuite, se faisant passer pour un flic hors service, la persuadant qu'elle irait en prison. Cassandra la ramena ici, promettant de l'aider à se cacher. Mais cela n'a jamais dégonflé. Sa voix se brisa. Il n'y avait pas de Thomas Whitmore, pas d'enquête, tout était faux. Le lendemain, Cassandra annonça un changement de plan. Félicia, trop talentueuse, les rendrait riches par ses créations. Elle promettait quelques mois. « Ça fait 8 ans, » dis-je. « Je sais, » murmura Derek, le visage enfoui dans ses mains. Derek raconta le reste. Cassandra avait payé sa dette par petites sommes, le manipulant par des menaces de prison,
et l'isolant de sa famille. Elle lui avait fait croire que s'il parlait, Félicia irait en prison pour ce meurtre. Ça semble fou maintenant, expliqua Derek d'une voix creuse, mais à l'époque, je l'ai cru. Il y a 3 ans, Derek, doutant, chercha Thomas Whitmore en vain. Il avait aperçu Félicia une fois à travers la porte du sous-sol. Mince, les yeux cernés, les cheveux emmêlés. Anéanti par la culpabilité, il commença à enregistrer secrètement les aveux et menaces de Cassandra, sauvegardant tout sur la clé USB cachée dans un garde-meuble. La semaine dernière, j'ai vu Cassandra rire avec un client dans un café, raconta Derek. J'ai compris qu'elle ne s'arrêterait jamais, qu'elle garderait Félicia là-bas pour toujours si personne ne l'arrêtait. Les sirènes se faisaient plus fortes. Derek se leva. Je vais me rendre ce soir, tout dire à la police. Je mérite ma peine. Mais, monsieur Dubois, sauvez Félicia. Ne laissez pas ma lâcheté ruiner davantage sa vie. Je regardais cet homme brisé qui avait séquestré ma fille pendant 8 ans, submergé par rage, pitié et dégoût. Je pris la clé USB. Vous faites ce qu'il faut maintenant, dis-je doucement. Ça compte. Derek secoua la tête. Ça ne rattrape pas 8 ans. Par la fenêtre, les gyrophares d'une voiture de police s'arrêtèrent. Derek, les voyant aussi, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. « Dites à Félicia que je suis désolé, » dit-il sans se retourner. 20 minutes après qu'il soit monté dans le véhicule de police, la détective Linda Bennett se tenait dans mon sous-sol, fixant la porte d'acier derrière la bibliothèque. « Monsieur Dubois, » dit-elle doucement, « préparez-vous à ce que nous allons trouver. » Je hochai la tête, n'écoutant pas, préparé à ce moment depuis 8 ans. La détective Bennett, la quarantaine, aux yeux vifs et à la voix calme, était accompagnée de l'officier Ryan Torres et de 2 agents. Je les avais conduits ici, leur montrant la bibliothèque, le clavier, la porte d'acier. Cassandra descendit alors en courant, en pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés par la panique. « Papa, que se passe-t-il ? Pourquoi la police est-elle là ?» La détective Bennett informa Cassandra d'un mandat de perquisition pour séquestration. Cassandra pâlit, protestant. L'officier Torres insista pour fouiller. Cassandra exigea un avocat, mais la détective Bennett annonça l'entrée. L'officier Torres, avec le code, ouvrit la bibliothèque sur la porte d'acier. Gants enfilés, la détective Bennett ouvrit la porte. Une odeur d'humidité, de renfermé, nous saisit. À la lumière de sa torche, la pièce exiguë révéla lit, bureau, sanitaire. Les murs, tapissés de centaines de dessins, dont mon visage répété. Sur le lit, une femme maigre aux cheveux emmêlés se protégeait les yeux. Je la reconnus, malgré sa transformation. La détective Bennett s'approcha, assurant la femme de sa sécurité. Ses yeux se posèrent sur moi. C'était Félicia. 8 ans l'avaient réduite à une ombre. « Ma fille, » murmurai-je. « Papa, » souffla-t-elle. Je me précipitai vers elle, la serrant. « Félicia, je suis tellement désolé. » Elle s'accrocha à moi, tremblante. « Tu es venue, » murmura-t-elle. Je savais. J'ai continué à te dessiner. Je la serrai plus fort, sanglotant, la détective Bennett s'essuyant les yeux. Dans le couloir, Cassandra, livide et muette. Les ambulanciers arrivèrent. Félicia, trop faible, jambes atrophiées, ne pouvait marcher. La détective Bennett expliqua l'hôpital. Félicia hocha la tête, les yeux fixés sur moi. « Papa, ne me quitte pas. » Je lui serrai la main, promettant de rester. Les ambulanciers la portaient sur la civière. Le regard de Félicia croisa celui de Cassandra, en larmes. À peine audible, Félicia demanda « Pourquoi Cassie ?» Cassandra, sanglotante, ne répondit pas. L'officier Torres s'approcha, menottant Cassandra, l'arrêtant pour séquestration, enlèvement, complot. Elle ne résista pas. J'ai suivi Félicia jusqu'à l'ambulance, jetant un dernier regard à cette maison où j'avais vécu sans savoir. Félicia me serra la main. « Papa » murmura-t-elle, les yeux hantés. « Tu m'as trouvé ?»« Oui, » répondis-je, les larmes coulant. « As-tu cessé de chercher ?» J'avais cessé d'espérer, mais je lui mentis. Non, jamais. Elle ferma les yeux,
esquissa un sourire et serra ma main. L'ambulance démarra. Je me demandais si elle me pardonnerait. À l'hôpital, Félicia commença à raconter la nuit qui avait tout changé. Affaiblie, Félicia commença son récit à la détective Bennett, assise à mes côtés. C'était le 15 mars 2016, j'avais 19 ans. Vers 23h45, Sophie Morgan, ma meilleure amie, m'a envoyé un message urgent pour me rejoindre à Riverside Park. J'ai pris ma voiture par Oakwood Avenue. Un homme a surgi sur la route. J'ai freiné, mais il y a eu un bruit sourd. En sortant, je l'ai vu étendu, du sang partout. J'allais appeler les urgences quand Cassandra est apparue. Cassandra était là. Elle m'a interpellé, m'a retenu quand j'ai voulu appeler à l'aide, affirmant que la police signifierait la prison pour homicide involontaire. Elle a constaté qu'il était mort et m'a ordonné de rentrer, de la laisser gérer. Horrifié et sous le choc, je lui ai fait confiance. Le lendemain, Cassandra m'a montré un article d'un site inconnu, parlant d'un délit de fuite mortelle sur Oakwood Avenue, la victime identifiée comme Thomas Whitmore, 42 ans, ingénieur civil, marié et père. « Je pensais avoir tué un père », dit-elle. Je lui ai serré la main, lui assurant « Tu n'as tué personne, Félicia ». Elle a murmuré avoir cru le contraire pendant 8 ans. Cassandra m'a ordonné de me cacher. Puis Derek Hamilton, en uniforme, est venu prendre ma déposition, m'interrogeant et menaçant de 15 à 25 ans de prison. Terrifié, j'ai accepté de rester au sous-sol quelques jours. Ce furent 8 ans. La détective Bennett revint après un appel. « Monsieur, Félicia, dit-elle, j'ai cherché Thomas Whitmore, 42 ans, ingénieur civil, Minneapolis, 2016. Aucune trace de décès. J'ai trouvé un Thomas Whitmore, même âge et profession, à Madison, Wisconsin. Il est en vie, Félicia. Il n'a jamais été à Minneapolis ni eu d'accident. » Elle appela M. Whitmore, mettant le haut-parleur. Interrogé sur l'accident du 15 mars 2016 sur Oakwood Avenue, il nia tout, déconcerté. « Pas d'accident, madame. Je n'ai même jamais été à Minneapolis. J'ai vécu à Madison toute ma vie. » Il confirma être bien vivant. Félicia s'écria, déchirée par un sanglot. « Il est vivant, il n'est jamais mort. » Je la serrai dans mes bras. Tout n'était qu'un mensonge, ma chérie. La détective mit fin à l'appel, confirmant « Félicia, vous n'avez tué personne. Votre sœur a tout orchestré. » Félicia enfouit son visage dans mon épaule, sanglotant. 8 ans? Elle m'a fait croire que j'étais une meurtrière pendant 8 ans. Le lendemain, après que Félicia, admise pour observation, fut enfin tombée dans un sommeil profond, la détective Bennett m'appela. « Nous avons fouillé les preuves, monsieur. »« Du bois, » dit-elle, et découvert que ce n'était pas une décision spontanée. Je me rendis au département de police de Minneapolis. La salle de conférence était couverte de dossiers et de photos. L'officier Torres et le docteur Allen Pierce, experts en documents médico-légaux, étant déjà présents. La détective Bennett annonça la découverte de la Toyota Corolla 2012 de Félicia. Le docteur Pierce révéla un acte de vente daté du 28 mars 2016, 13 jours après le faux accident, prouvant que la voiture avait été vendue 3 500 $ en espèces. La signature de Félicia sur l'acte était un faux évident, ses traits comparés à de vrais documents montrant des hésitations de faussaire. « Cassandra », soufflai-je, mes mains tremblantes. La détective confirma. Des images de surveillance de 2016 montraient une femme masquée, en casquette et lunettes, vendre la voiture à Iowa Auto Exchange. Malgré le déguisement, je reconnus la silhouette et la démarche de Cassandra. L'officier Torres souligna que ni Félicia n'avait signalé le vol, ni moi sa disparition. Cassandra m'avait fait croire que Félicia était partie en Californie pour refaire sa vie. J'avais cru qu'elle s'était enfuie. Le docteur Pierce révéla une empreinte digitale partielle de Cassandra sur l'acte de vente sous la fausse signature. Preuve irréfutable. Elle avait tout planifié. La détective Bennett confirma la préméditation, la vente rapide du véhicule visant à effacer toute trace de Félicia dans la région. Je m'effondrais, les jambes flageolantes. Cassandra avait tout orchestré, le faux accident, l'enfermement de Félicia, la vente de sa voiture, la rumeur de sa fuite. La détective Bennett acquiesça. Je repensais aux larmes de Cassandra,
à son aide pour signaler la disparition, pour contacter les amis de Félicia. Tout n'était que mensonge. Elle m'avait fait croire que Félicia avait besoin d'espace. 8 ans que j'avais cru à cette histoire. La détective Bennett s'assit. Monsieur Dubois, vous avez fait confiance à votre fille par amour. Elle en a abusé. Incrédule, je demandai « Quel genre de personne fait ça à sa propre sœur ?» Le silence de la détective en disait long. Ce week-end-là, Riley m'appela. Elle avait trouvé Marcus Grant, spécialiste en analyse audio, qui savait comment Cassandra avait fait croire que Félicia donnait de ses nouvelles. Le lundi, je les rejoignis au studio de Riley à Minneapolis. Marcus Grant, ancien analyste médico-légal audio du FBI, m'attendait. Marcus ouvrit un dossier. Mademoiselle Summers m'a apporté des messages vocaux de Félicia. Une voix familière remplit la pièce. « Riley, c'est moi, je vais bien. Je t'aime. » Je me figeai, murmurant « C'est Félicia. » Riley, les yeux rougis, acquiesça. Il joua un autre message d'août 2017. « Papa, je t'aime. Je suis en sécurité. » Ma gorge se serra, m'y accrochant. « Comment est-ce que ce n'est pas elle ?» chuchotai-je. Marcus rejoint le message, affichant une forme d'onde rouge. C'est une synthèse artificielle, une voix clonée par IA. L'IA en 2016 ? La technologie existait, confirma Marcus. 5 à 10 minutes d'échantillon audio suffisent. Riley ajouta « Cassandra avait des heures de la voix de Félicia enregistrée. » Marcus compara les formes d'ondes. Ton et hauteur correspondent, mais les micropauses et la respiration sont anormales. Il rejoint le message. Ça semble réel, mais c'est synthétique. Chaque message de ma fille était faux. Marcus confirma. 5 messages sur 3 ans sont générés par IA. Riley, les yeux humides, avoua avoir cessé de chercher Félicia. Quelles compétences ? Demandai-je. Marcus précisa. En 2016, des connaissances techniques de base et des applications en ligne suffisaient. Une telle tromperie, stratégiquement étalée sur 3 ans, exigeait une planification minutieuse. Cassandra, douée en technologie, possédait les compétences et le motif. Riley ajouta « J'ai trouvé des reçus dans les emails de Cassandra pour VoiceForge. Elle s'y est abonnée en avril 2016, un mois après la disparition de Félicia. » Marcus confirma l'accessibilité de la plateforme. Je fixai l'écran. Marcus rejoint le message, soulignant les micro-erreurs. « Ce n'est pas votre fille, monsieur. Dubois, dit-il doucement. C'est une machine. » Je fixai l'écran. Pendant 3 ans, j'avais cru ces messages, soulagé de penser Félicia vivante et partie de son plein gré. J'avais cessé de la chercher. Tout ce temps, Cassandra, depuis son atelier, téléchargeait et envoyait les messages, me regardant croire à son mensonge. Le détective Bennett m'appela mardi matin. Ils avaient retrouvé l'entrepreneur, Jake Morrison, et ils coopéraient. 1 heure après, derrière une vitre sans teint, j'observais Jake Morrison, un homme aux mains rugueuses. Le détective Bennett commença l'interrogatoire sur le travail effectué pour Cassandra en 2016. Jake hocha la tête, avouant sa culpabilité. En mars 2016, Cassandra l'avait contacté pour construire une pièce cachée, insonorisée, avec serrure extérieure. Elle prétendait que c'était une cave à vin, lui offrant 15 000 $ en espèces, sans papier, exigeant qu'il travaille seulement pendant mes voyages, pour une surprise. « Bien sûr que si, » répondit Jake, le visage froissé. « Mais ma femme avait un cancer de stade 4. Les factures médicales étaient écrasantes. Je n'ai pas posé les questions que j'aurais dû pour ces 15 000 $. Le travail dura 3 semaines pendant mes vols. Il construisit une fausse cloison, créant un espace caché de 15 sur 12 pieds, avec porte en acier à verrou extérieur, ventilation, toilette portable, évier et mousse insonorisante pour un silence total. Toujours une cave à vin ? La voix du détective était glaciale. Jake baissa les yeux. Non. À la fin, je savais que ce n'en était pas une. Quand avez-vous réalisé ? Demanda le détective. Jake répondit. En 2020, un article sur Félicia Dubois m'a fait douter, mais la peur d'être complice m'a retenu. La semaine dernière, CNN a annoncé qu'elle avait été trouvée vivante dans une pièce en sous-sol. J'ai su que c'était ma pièce et j'ai appelé la police. Après un silence,
Le détective me fit signe. J'ai hoché la tête. En entrant, Jake pâlit. Monsieur Dubois, je suis tellement désolé, dit-il, la voix brisée. Assis, les mains tremblantes, je voulais lui crier dessus, mais je n'ai vu qu'une autre personne manipulée par Cassandra. Vous avez construit la pièce qui a retenu ma fille 8 ans, dis-je calmement. Les yeux de Jake s'emplirent de larmes. Je sais, je le regretterai toute ma vie. J'étais désespéré. Votre femme est-elle décédée demandai-je. 6 mois après les travaux, répondit-il, la voix creuse. L'argent n'a pu la sauver, ça n'a fait de moi qu'un monstre. Je ne savais quoi dire, entre haine et compréhension. Le détective Bennett informa Jake Morrison de son inculpation comme complice, sa coopération étant prise en compte. Jake accepta. En partant, je lui lançai « Une seule question de plus, et ma fille aurait été libre 7 ans et 11 mois plus tôt. » 2 jours après, le détective Bennett m'appela. Un témoin de l'accident simulé d'il y a 8 ans sur Oakwood Avenue s'était présenté, un certain Eddie. Je la rejoignis. Bennett expliqua qu'Eddie, ancien sans-abri sobre depuis 3 mois, avait volontairement raconté ce qu'il avait vu en 2016 près d'Oakwood Avenue. Elle me tendit sa déclaration. « Il a tout vu. » À ma question sur son silence, elle répondit « Laissez-moi vous raconter. » Le 15 mars 2016, vers minuit, Eddie vit une Honda Civic grise. Un homme en sortit un mannequin, le traîna sur la route, versa un liquide rouge. Une femme observait. Ma poitrine serrée, je murmurai « Cassandra ». Bennett hocha la tête. 5 minutes plus tard, une Toyota Corolla blanche arriva. Une jeune femme terrifiée en sortit. Cassandra lui parla. L'homme remit le mannequin dans la Honda et partit. Il a vu toute la mise en scène, constatai-je. Elle confirma qu'il savait que c'était faux. Pourquoi n'a-t-il pas dénoncé ? Bennett expliqua qu'en tant que sans-abri alcoolique, il craignait de ne pas être cru face à des personnes respectables, pensant à un film ou une farce. Ma colère monta. Une fille avait disparu. 1 mois plus tard, il reconnut Félicia sur les avis de disparition, mais la peur le fit taire. Pendant 8 ans, il porta ce poids, prisonnier de l'alcool et de la rue. Mais le reportage sur Félicia retrouvée l'avait brisé. Sobre depuis 3 mois, la culpabilité devenue insupportable, il était venu tout raconter. Son histoire correspond-elle à celle de Derek ? Bennett confirma le recoupement parfait. Timing, lieu, véhicule, mannequin, faux sang, rendant ce témoignage indépendant irréfutable. Sera-t-il poursuivi ? Non. La loi du Minnesota ne l'exige pas. Il coopère. Légalement, il s'en sort. Moralement, c'est entre lui et sa conscience, dit Bennett, adouci. Mais il m'a donné ceci. Elle me tendit un petit mot plié. L'écriture tremblante disait « Monsieur Dubois, je suis désolé de ne pas m'être manifesté plus tôt. J'avais peur, j'avais honte. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. J'espère que votre fille trouvera la paix. » Eddie. Je glissai la note dans ma poche, partagée entre gratitude et colère. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je. Le dossier contre Cassandra était en béton, assura Bennett. J'acquiesçai. Presque, pensai-je, mais mon esprit ne cessait de revenir sur ces 8 années et sur ceux qui auraient pu tout empêcher. L'arrestation eut lieu un samedi matin, au vernissage de Cassandra. Bennett avait choisi ce moment pour briser son image publique. À travers les vitres, je voyais Cassandra sourire au VIP. Bennett, Torres et 3 agents étaient à mes côtés. Elle me demanda si j'étais sûr de vouloir assister. « Je dois le voir », répondis-je. « Très bien, allons-y », dit-elle. Nous entrâmes. Le silence se fit. Cassandra se figea, son sourire s'effaça. Bennett la déclara en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration, fraude et exploitation financière. Cassandra recula, niant. Bennett récita ses droits. Torres sortit des menottes et les yeux de Cassandra s'affolèrent. Les invités reculèrent, choqués. Cassandra m'aperçut, le visage froissé. Je m'avançai. « Papa, crois-moi, » dit-elle, la voix brisée. Je voulais la protéger, elle était en danger. « Arrête de mentir, » répondis-je. Je sais tout, l'accident truqué, les messages vocaux, Eddie, Derek. Elle secoua la tête, les larmes coulant.
Félicia allait nous quitter. J'avais promis de nous garder unis après la mort de maman. En l'enfermant au sous-sol pendant 8 ans, en volant ses créations, en lui faisant croire qu'elle était une meurtrière, ma voix monta. Cassandra sanglota. Je l'ai gardée en sécurité. Tu en as fait une prisonnière, criai-je. Elle avait 19 ans et tu l'as volée. Elle s'effondra, sanglotant. Je n'arrivais pas à la laisser sortir. J'avais besoin de son talent. Je vis une étrangère, convaincue d'avoir bien agi. Tu l'as utilisée et détruit vos deux vies. Torres la menotta. Alors qu'on la menait dehors, elle s'arrêta près de moi. Je l'ai fait pour nous, papa. Ne vois-tu pas? Je ne répondis pas. Ne me déteste pas, implora-t-elle. Je suis toujours ta fille. Ma voix trembla. Tu étais ma fille. Je ne te reconnais plus. Un sanglot lui échappa, tandis que Torres la guidait vers la sortie, sous les flashs. Seul parmi les créations de Félicia, je distinguais la lettre F sur un collier. Les mots de Riley résonnèrent. Elle hurlait à l'aide dans chaque design. Par la fenêtre, je vis Torres la faire monter dans la voiture de police. Elle se retourna, le visage inondé de larmes, murmurant « Je l'ai fait pour nous, papa ». Entouré de cette beauté volée, quelque chose se brisa en moi. Le plus cruel n'était pas la destruction de la vie de Félicia, mais son aveuglement. Une semaine après l'arrestation de Cassandra, Félicia sortit de l'hôpital. Son état physique était stable, mais une thérapie l'attendait. Le soir même, dans le salon, elle me raconta enfin sa survie. J'avais vidé le sous-sol, scellé son entrée et dissimulé la porte derrière une bibliothèque. Félicia ne voulait plus jamais le revoir. Assise sur le canapé, le teint moins pâle, elle sirotait son thé. Je m'assis, craignant de la brusquer. « Papa, dit-elle doucement, je veux tout te raconter. Pas pour la police ou le procès, juste pour toi, pour que tu comprennes. J'en ai besoin pour savoir que tout est vraiment fini. » J'acquiesçai. « Je suis là. » La première semaine fut la pire, commença Félicia, les mains serrant sa tasse. Je pleurais sans cesse, ne mangeant pas, espérant que ce cauchemar prenne fin. Cassandra apportait la nourriture, me parlant à travers la porte. Elle prétendait me protéger d'un meurtre dont la police me cherchait, assurant qu'un avocat viendrait, mais qu'il fallait du temps. Je devais lui faire confiance. Ma mâchoire se serra. « Je l'ai cru », murmura Félicia. Terrifiée à l'idée d'être une meurtrière, j'ai commencé à manger. J'ai survécu en espérant que Cassandra arrangerait les choses, mais elle ne l'a jamais fait. Quand je demandais à partir, elle répondait « Pas encore ». Les mois et les années passèrent. J'ai compris qu'elle ne me laisserait jamais sortir. En 2017, un moineau à l'aile brisée est tombé par la ventilation. Je l'ai soigné, lui faisant une attelle et le nourrissant. Je l'ai nommé Espoir. Sa guérison me rappela que les choses brisées peuvent être réparées. En 2018, je l'ai aidé à s'échapper, mais il est revenu 2 jours plus tard. Nous étions piégés tous deux, mais sa présence me maintenait en vie. Pour garder ma raison, j'ai commencé à dessiner. Cassandra me donnait matériel et livres d'art, prétendant que mes créations financeront ma défense. Mais je dessinais pour moi. Forêt, océan, oiseaux. Et toi, papa, plus d'une centaine de tes portraits de mémoire. Ton visage me rappelait que j'étais aimé, que tu me retrouverais. En 2019, Cassandra devint plus insistante. Je savais qu'il n'y avait pas d'avocat, mais j'ai continué à dessiner. J'ai commencé à cacher la lettre F dans chaque pièce. Riley et moi avions cette habitude à l'université. Laisser notre marque. Un cri silencieux. De 2019 à 2022, j'ai créé 15 pièces, toutes avec le F caché, et seule Riley l'a remarqué. Elle ne cessa jamais de me chercher. Elle m'a sauvé. À la 8e année, j'ai commencé à perdre espoir, à moins dessiner. Puis un jour, j'ai entendu la voix d'un homme dehors. C'était Gary Thompson qui te parlait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu ta voix. Tu as prononcé mon nom. En t'entendant, j'ai su que tu viendrais, que je survivrais. J'ai survécu en croyant que tu me retrouverais. Même quand je voulais abandonner, j'ai continué à te dessiner, car tu ne cesserais jamais d'être mon père. Je la serrai fort.
Nous avons pleuré ensemble, de soulagement. Pour la première fois en 8 ans, je vis de la lumière dans ses yeux. Elle avait raison. Je n'avais jamais cessé d'être son père. J'avais seulement oublié comment voir la vérité. 3 mois plus tard, j'étais dans la galerie du tribunal, le jour de la condamnation de Cassandra. Elle était assise au banc de la défense, en combinaison orange, le visage pâle. Félicia me serrait la main. La juge Sullivan, réputée pour son équité, leva les yeux. « Cette cour va siéger, dit-elle, et je sentis Félicia se tendre. L'accusation avait monté un dossier solide. Cassandra était inculpée d'enlèvement, séquestration, fraude, faux et exploitation financière. Derek Hamilton avait plaidé coupable. Félicia avait témoigné de ses 8 années au sous-sol. « J'ai cru être une meurtrière pendant 8 ans, avait-elle dit à Cassandra. Ma sœur m'a volé ma vie. » Derek avait avoué avoir mis en scène l'accident et aidé Cassandra. Dorothy Green avait présenté 8 ans de preuves, journaux et vidéosurveillance détaillant les activités nocturnes de Cassandra. Riley avait expliqué les signatures F cachées. Félicia réclamait de l'aide et j'avais failli ne rien voir. Le témoignage d'Eddie, corroborant celui de Derek, avait rendu les preuves accablantes. Le jury avait rendu un verdict de culpabilité en moins de 4 heures. La juge demanda une déclaration. Cassandra se leva. « Oui, votre honneur. » Elle me chercha du regard. « Félicia, je sais ce que tout le monde pense, » dit-elle, la voix tremblante. « Que je suis un monstre, mais ce n'est pas moi. J'aime ma sœur. Elle allait nous quitter pour New York. Après la mort de maman, j'avais promis de garder notre famille unie. J'essayais de la protéger, je la gardais en sécurité, lui fournissant nourriture et matériel d'art. « Vous m'avez enfermé dans un sous-sol, » s'écria Félicia derrière moi. « Vous m'avez volé 8 ans de ma vie. » La juge leva la main. Cassandra, le visage défait, poursuivit. « Je ne voulais pas que ça dure 8 ans. J'allais la laisser sortir, mais je n'ai pas pu. J'avais besoin d'elle, de son talent. Je croyais faire le bien. » Elle me regarda, les larmes aux yeux. « Papa, je l'ai fait pour nous. » Je ne dis rien. L'expression de la juge Sullivan était froide. Elle fit rasseoir Cassandra. « Cassandra Dubois, » commença la juge. « Vous avez été reconnue coupable des chefs d'accusation. Les preuves ont démontré une cruauté délibérée et calculée sur 8 ans. Vous n'avez pas agi par amour, mademoiselle Dubois, mais par besoin de contrôle. L'amour n'emprisonne pas, ne trompe pas, ne vole pas la vie d'une autre personne. » Cassandra baissa la tête. « Pour l'enlèvement, 15 ans de prison. Pour la séquestration, 10 ans consécutifs. Au total, 25 ans à la prison pour femmes du Minnesota, avec libération conditionnelle après 15 ans. » Le coup de marteau résonna. 25 ans. Les épaules de Cassandra tremblèrent. Alors qu'on l'emmenait, elle s'arrêta devant moi. « Papa, » murmura-t-elle, « je suis désolée. » Je ne répondis pas. Dehors, Félicia s'appuya contre moi, secouée de sanglots silencieux. « La sentence n'efface pas les 8 ans, » murmura-t-elle. Je la serrai. « Non, » dis-je, « mais ça n'arrivera plus jamais. » Après un long moment, Félicia se redressa, s'essuya les yeux et me demanda « On peut rentrer à la maison maintenant ?» J'acquiesçai. « Oui, rentrons. » Le soleil brillait, et pour la première fois en 8 ans, ma fille marchait vers lui, une femme entièrement libre. 6 mois après le procès, je me tenais dans une librairie, regardant ma fille s'adresser à une foule. Elle avait repris des forces, ses cheveux étaient courts et une véritable lumière de guérison brillait dans ses yeux. La librairie Malaprops était pleine de journalistes, de soutiens et de survivants. Au premier rang, Riley, Stéphane, Dorothy et Gary, ceux qui nous avaient aidés. Sur la table, la chambre cachée, son mémoire de survie. Je l'avais lu. Félicia, d'une voix douce mais assurée, commença « Merci d'être ici. Ce livre n'a pas été facile à écrire, mais je devais raconter cette histoire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sont sentis piégés. » Elle raconta ses 8 ans passés au sous-sol, persuadée d'être une meurtrière, manipulée par sa sœur qui l'avait convaincue qu'elle était brisée, dangereuse, indigne d'amour. Sa voix se brisa, mais elle continua, affirmant qu'elle n'était pas brisée, mais manipulée, une nuance qu'il lui avait fallu longtemps pour comprendre.
La salle était silencieuse. Elle évoqua comment, dans sa captivité, elle avait eu du papier, des crayons et un moineau nommé Hope. Hope, qu'elle avait soigné et qui était revenu, lui avait rappelé que, même dans l'obscurité, la vie trouvait un chemin. Son regard croisa le mien. Ce livre, dit-elle, elle l'avait écrit pour moi, l'homme qui n'avait jamais cessé d'être son père, même quand elle pensait qu'il l'avait oublié. Ma gorge se serra, et je hochai la tête. Après l'événement, nous sommes rentrés. Nous avions vendu la maison d'Ashford Lane des mois auparavant. Notre nouvel appartement, lumineux, offrait une vue sur le ciel dont Félicia avait tant besoin. Assis sur le canapé, je lui dis « C'était incroyable, ma chérie. Tu as été formidable. » Elle eut un vrai sourire. « Merci, papa. Ça fait du bien. Et toi, comment te sens-tu » Elle allait mieux. La thérapie, les groupes de soutien et surtout les ateliers d'art-thérapie l'avaient beaucoup aidée. Après le procès, Félicia avait fondé Hope's Wings Art Therapy, une association offrant des ateliers créatifs gratuits aux survivants de traumatismes, utilisant l'art pour les aider à exprimer leur douleur. « Tu aides tant de gens, » lui dis-je. J'avais besoin de trouver un sens à ce qui s'était passé. J'acquiesçai. « Ta mère serait si fière. » Son sourire vacilla. Puis elle posa une question inattendue. « Penses-tu que je pourrais un jour pardonner à Cassandra ?» Je posai ma tasse, pesant mes mots. « Je ne sais pas, ma chérie. Le pardon n'est pas une dette, c'est un don. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Une partie de moi l'aime toujours. Mais l'autre, je ne sais pas si je pourrai jamais passer outre. »« Tu n'as pas à décider aujourd'hui, » dis-je. « La guérison prend du temps. » Elle posa sa tête sur mon épaule. « Merci, papa. » Plus tard, je me tenais à la fenêtre, contemplant l'horizon. Félicia, épuisée mais sereine, était couchée. J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. Les mensonges, la manipulation, 8 ans de silence, la douleur. Mais aussi à la lumière dans ses yeux, à la façon dont elle avait raconté son histoire avec force, dont elle avait bâti quelque chose de beau à partir de ses ruines. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait vaincu. J'ai jeté un œil au livre sur la table basse, la chambre cachée, et j'ai souri. Demain, nous continuerions d'avancer, de guérir, de construire cette nouvelle vie. Mais ce soir, je me suis autorisé un sentiment oublié, la paix. Félicia était en sécurité, forte, libre, et moi aussi. À vous qui lisez, j'ai failli perdre ma fille. Non par manque d'amour, mais en faisant confiance à la mauvaise personne, aux apparences plutôt qu'à mon instinct, au silence plutôt qu'à la vérité. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais écouté et questionné davantage, me fiant à mon intuition au lieu d'enterrer mes doutes sous la culpabilité. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas 8 ans pour voir l'évidence. Dieu m'a offert 3 chances de voir la vérité, par Gary, Dorothy et Riley. 3 fois j'ai failli détourner le regard. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Cette histoire m'a appris que l'amour sans vigilance n'est pas une protection et ne suffit pas sans action. Ma vengeance était justice, un refus de laisser le mal se cacher derrière le mot « famille ». Mon conseil, ne supposez pas que vos proches sont incapables de nuire, n'ignorez pas les signaux d'alarme. N'abandonnez jamais la lutte pour ceux que vous aimez, même contre un être cher. Mon combat de père n'était pas seulement pour Félicia, mais pour tous les parents manipulés, les proches trahis, les survivants réduits au silence. Si cette histoire vous a interpellé, merci de l'avoir lue. Certaines parties sont romancées pour l'impact, mais le message est réel. Restez vigilants. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.